Hey hey, vous êtes bien sur Radio Métro, pour vous accompagner c'est Tony, votre animateur favori. Le titre que vous venez d'entendre était Jacques Vélo, je te rejoindrai rue Thiers, lieu de notre rencontre. En bref, l'actu, on ne parle plus que de cela, c'est the place to be en ce moment, les tiers-lieux. Ils s'en créent de plus en plus dans les villes du monde entier. Salut Johnny, c'est bien toi qui cherchais un lieu pour réaliser tous tes projets en rencontrant du monde et surtout sans abandonner ton petit café ? En effet. Ben suis-moi alors, je t'emmène à la découverte des tiers-lieux. Alors comme tu le vois Johnny, je suis devant l'espace multimédia de Fontaine. C'est un établissement public numérique. Il est ouvert à tous et son principal objectif est de former et d'accompagner les personnes sur les nouveaux usages liés au numérique. L'espace multimédia, c'est donc un espace public numérique qui appartient aux deux communes, donc Fontaine et Cessiné-Parisé. C'est un endroit ouvert au public 12 heures par semaine, où nous fonctionnons un peu comme un cybercafé. Les gens peuvent venir, se mettre sur les postes, faire leur vie, aller sur Internet, faire du travail personnel. Nous proposons également des initiations en informatique pour les grands débutants. On propose des ateliers également le jeudi soir pour un public un petit peu plus averti, j'ai envie de dire. On participe aussi au projet éducatif local dans les écoles primaires, dans un atelier multimédia où on travaille avec des enfants sur divers projets. Ça peut aller de la bande dessinée à de la création d'affiches de cinéma, à du stop motion. C'est une grosse partie de notre travail ici à l'espace multimédia, c'est le travail avec les partenaires, donc que ce soit les centres sociaux, les centres culturels, les foyers logements, les MJC, toutes ces structures en fait qui dépendent des communes. Et surtout qu'un public qui n'est pas forcément à l'aise avec son ordinateur puisse se servir de l'espace multimédia comme lieu ressource en cas de problème. On est là aussi pour accompagner les gens qui en ont besoin. On a beaucoup d'enfants, jusqu'à 14-15 ans. On les perd un petit peu après. On n'a pas énormément d'actifs. On a beaucoup plus de retraités, de personnes qui ont passé la soixantaine, qui viennent se former justement sur une technique qu'ils ne connaissent pas. Déjà, c'est le fait de donner accès à Internet, à des ordinateurs, à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'en avoir. De faire donc le lien déjà entre nous et la bibliothèque, le fait que des jeunes parfois sont ici à l'espace multimédia, vont décider d'aller à la bibliothèque parce que leurs collègues qui leur ont dit il y a une BD qui est sortie qui est super, va voir. Eux ils vont voir, ils prennent une BD, ils reviennent, ça leur permet de naviguer dans la bibliothèque, de se dire tiens il y a un livre qui pourrait être sympa, etc. Ça c'est quand même un gros atout, le fait qu'on soit vraiment ancré dans cette bibliothèque là. Sans parler des enfants qui eux par contre oui il n'y a pas de problème, ils interagissent parfaitement entre eux, même s'ils ne se connaissent pas. Il y a plein de gamins qui se sont rencontrés notamment grâce à l'espace multimédia, qui ne se fréquentaient pas, qui ne fréquentent pas les mêmes établissements scolaires et qui se retrouvent ici le mercredi pour venir ensemble, jouer ensemble. Et puis on a des liens qui se créent entre des personnes d'un certain âge et puis des plus jeunes. On a l'exemple d'un monsieur qui venait pour faire, qui appartient toujours d'ailleurs, à une association de pilotes en fait, de pilotes d'avion, etc. Donc qui venait faire du simulateur de vol ici, type Flying Simulator. Et donc ce monsieur jouait avec son Flight Simulator sur le PC, ça a attisé l'intérêt des gamins et la curiosité pour voir ce que faisait ce monsieur avec son manche à balai, il volait, etc. Et du coup il a formé les enfants à utiliser Flight Simulator avec le manche à balai, etc. Il s'était fait des cartes de vol et tout ça, avec les tours de contrôle et tout. Et il y avait cette espèce de lien qui s'est créé avec cette personne et les enfants, et du coup effectivement... Ça va dépendre des gens, de leurs activités, mais ouais, il y a quand même pas mal de liens qui peuvent se créer, et des interactions entre les gens, ça c'est souvent ça. Ouais.
Certains disent aussi que ce genre d'établissement est le précurseur des tiers-lieux. Mais dis-moi, Johnny, c'est quoi un tiers-lieu? Haha, c'est tout l'objet de notre déplacement d'aujourd'hui. Pour commencer, un peu d'histoire. Nous allons nous appuyer sur les propos de Raphaël Besson qui s'est intéressé aux tendances historiques pour conceptualiser le terme de tiers-lieu. En effet, d'après lui, la volonté de créer des espaces propices à l'innovation et à la stimulation de l'esprit n'est pas nouvelle. Il distingue alors 3 étapes qui caractérisent l'évolution de ces lieux à travers l'histoire. Premier temps, la production de connaissances doit se faire de manière isolée. En effet, depuis les monastères à l'époque du Moyen-Âge, en passant par les universités du XIIe siècle jusqu'au campus actuel, l'idée est d'attirer les chercheurs et les savants du monde entier dans des espaces isolés et autonomes. Dans ce modèle, l'innovation repose sur des élites. Deuxièmement, la production de connaissances doit se faire dans le prisme des nouvelles technologies ou des nouvelles techniques. Initié par les utopistes de la seconde révolution industrielle, ce mouvement met en scène les dernières innovations technologiques ou techniques. Par exemple, actuellement, le projet Giant à Grenoble. Troisième temps, les espaces d'innovation et de connaissances doivent s'ouvrir à la diversité sociale et urbaine. À la Renaissance, émerge un nouveau modèle de cité idéale. L'idée est alors d'ouvrir les connaissances aux habitants de la ville. On imagine la cité comme un musée à ciel ouvert où les connaissances seraient peintes sur les murs de la ville. Les tiers-lieux peuvent être alors classés dans cette troisième catégorie. En effet, ils reprennent l'idée d'ouvrir des espaces à l'ensemble de la population. Nous en avons donc identifié 3 sur l'agglomération grenobloise. Tout à l'heure, Ted s'est rendu à l'espace multimédia de Fontaine, qui je vous le rappelle n'est pas identifié comme un tiers-lieu. Le Fab Lab, qui se situe proche du quartier Saint-Laurent. Et Cowork et Colline, tous deux dans l'hypercentre de Grenoble. Cowork est près du quartier Notre-Dame, et Colline plus proche de la gare. Si j'ai bien compris, Johnny, il y a différents types de tiers-lieux. Je te propose alors d'aller faire un petit tour de ceux qui sont présents sur l'agglomération grenobloise. Alors Johnny, je suis devant le premier CCSTI de France, créé à Grenoble le 6 juillet 1979. Il se situe entre les murs d'une des anciennes casemates du fort de la Bastille. À l'intérieur se trouve le Fab Lab qui peut être identifié comme une plateforme d'expérimentation permettant de passer d'un concept à son prototype physique. T'entends ça, Johnny? Allez, on entre. L'idée des Fab Labs vient d'origine des États-Unis, dans le Massachusetts Institute of Technology à Boston. Un prof, il a vu que ses étudiants ils étaient besoin de sortir des idées de leur tête, en fait, de fabriquer des pièces réelles, physiques. Donc il a mis en place un Fab Lab, un Fabrication Laboratory. Il a appris en fait à ses étudiants de presque tout fabriquer. C'est un énorme succès et maintenant on trouve des Fab Labs, donc c'est les espaces comme là-bas, un peu près partout dans le monde. C'est quelque chose qui est mis en place pas par l'MIT mais par des gens aperçus. Donc on trouve des Fab Labs comme ici, des centres de sciences, dans des écoles, dans des entreprises, dans des garages. C'est réparti partout dans le monde. Ça nous permet aussi de suivre une formation du MIT à distance. Donc tu peux obtenir un diplôme du MIT sans aller à Boston. Plus concrètement, le Fab Lab, c'est donc un ensemble des machines à commande numérique qui sont là pour fabriquer presque tout. Et donc nous, ici à la CCST, à la casemate, on les met à disposition de vraiment tout le monde. Donc le grand public est le bienvenu, aussi tout que les chercheurs. On va des petits-enfants jusqu'aux des papis qui viennent ici. On a obtenu donc un financement du grand emprunt. C'est un financement à 50%, donc on était besoin de trouver des partenaires industriels, la ville et tout ça, pour l'autre 50%. Donc c'est comme ça que cette lab au début est financé. C'est un investissement autour de 50 000 €, donc c'est l'investissement dans les machines. On a un peu d'argent qui rentre dans le lab par les gens qui payent pour les formations, pour l'utilisation des machines. Et donc on commence à développer un business model pour le Fab Lab. Donc on essaye de se mettre dans cet écosystème ici grenoblois et aussi mondial avec les autres Fab Labs. On est très créatif avec ce qu'on a ici et on sait de temps en temps on a besoin de fabriquer quelque chose pour fabriquer ce qu'on veut fabriquer à la fin. Pour te donner une idée, il y a un projet qui est né à Jakarta,
qui est fait avec le Fab Lab à Amsterdam, dans lequel ils fabriquent des prothèses à faible coût que tu peux fabriquer avec l'équipement d'une Fab Lab à un coût qui est extrêmement faible. On a vu quelqu'un qui est venu en chaise roulante, qui voulait fabriquer un bureau pour lui sur mesure, et il avait du mal à le trouver. Il a fabriqué ça lui-même. Je suis ici parce que en surfant sur internet, j'ai trouvé un stage qui non seulement me permettait de me former à la technologie des imprimantes 3D, mais là c'est juste une passion personnelle, enfin un intérêt personnel. Et ce que j'ai trouvé de super dans ce stage, c'est que je pouvais repartir avec du matériel. Moi je viens de loin, j'ai fait 50 km pour venir ici, donc pour moi je trouve ça plutôt rigolo, surtout que les gens qu'on y croise sont toujours intéressants d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils sont plus ou moins hors normes. C'est 60-70% des étudiants, mais tous les autres, ça va des artisans à des gens avec des projets perso, avec des boulots complètement différents, jusqu'à des chercheurs du synchrotron. Il n'y a pas une cible spécifique des gens qui viennent plus qu'un autre, c'est vraiment hyper vaste. C'est ça aussi ce qui fait que c'est un vrai bonheur de travailler dans le Fab Lab, parce que dans la même journée, tu peux voir des petits gamins qui viennent ici pour faire une gravure pour un plaque sur leur porte, qui sont trop contents avec ça, qui reviennent avec leurs parents pour expliquer à leurs parents comment ça marche un découpage laser. Des gamins de 8 ans, c'est génial. Et la même journée, tu as un chercheur du synchrotron qui vient ici pour usiner une pièce avec une précision extrêmement haute pour scanner avec leur scanner électron. Ouvrir des structures comme ça et les garder ouverts avec assez de moyens, c'est encore un peu compliqué parce que c'est difficile d'expliquer ce que ça rajoute comme valeur pour une ville en fait. Pour moi, si une ville de Grenoble, s'il y a 2-3 Fab Labs comme nous qui sont ouverts au grand public, c'est une vraie valeur ajoutée en fait. Une grande partie de la raison pourquoi un Fab Lab est un si grand succès, c'est parce qu'en fait on est dans le réseau mondial. Donc si on a un souci, on ne sait pas travailler avec une certaine machine, on ne sait pas comment faire quelque chose, on envoie un email à 250 Fab Labs qui sont pas seulement ici en France, mais vraiment partout dans le monde, et on a toujours une réponse parce que vu qu'on a Nouvelle-Zélande dans le boucle, il y a toujours quelqu'un debout en fait. C'est un mot français qui est inventé pour des lieux un peu comme ça, et si je le comprends bien, oui, pourquoi pas. Pour moi, le Fab Lab, on est ouvert 7 jours par 7. Pour moi, oui, les Fab Labs, ça rentre dans le gamme des tiers-lieux. Après, l'idée des tiers-lieux, ça complique aussi un peu des choses parce que c'est si vaste en fait que tu peux mettre énormément de choses dedans. Une bibliothèque, est-ce que c'est aussi un tiers-lieu? Pourquoi pas? C'est presque plutôt une question de vocabulaire, et franchement, ça m'intéresse peu dans ce sens-là de discuter sur comment on utilise ce mot-là. Un Fab Lab, c'est un espace ouvert dans lequel on fabrique et on partage. Pour moi, c'est assez. Non? Non, pas du tout. Pourquoi? Justement, l'idée des Fab Labs, c'est d'être très ouvert et qu'en fait, on le met tous en place comme on veut et comme on peut aussi. Et c'est ça qui fait qu'il y a une diversité énorme, et c'est justement ça qui nous fait avancer plus vite qu'autre chose. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans nous qui dit il faut faire comme ça et il faut faire comme ça. On est constamment en train d'appliquer la démarche expérimentale pour faire fonctionner les machines. Donc, rien que par cet aspect-là, ce serait pertinent que les gens viennent. Et puis c'est de la culture aussi, simplement de la culture ici scientifique, de faire soi-même, de dépenser un peu moins d'argent, de partager des choses. Et on a une satisfaction autre que celle de remplir son porte-monnaie. C'est des valeurs. Les valeurs, peut-être que doucement dans notre société, elles sont en train de changer. C'est le do-it-yourself, ouais. Et les garçons, le Fab Lab, c'est aussi un lieu de rendez-vous hebdomadaire pour l'association Laboratoire Ouvert de Grenoble. Les membres s'y réunissent tous les jeudis soirs pour expérimenter, partager, s'entraider et, comme il le dit si bien, bricoler et bidouiller des projets en tout genre. C'est vraiment l'idée d'avoir une communauté de gens d'entraide sur des bricolages assez diversifiés. Donc on voit l'ingéniosité est liée, il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Les moyens techniques, on les a. Le temps, on le voit que les gens l'ont. On voit le nombre d'heures hebdomadaires qui sont consacrées à la télé. On se dit qu'il y a probablement possibilité d'en détourner au moins 1 heure ou 2 par semaine pour faire des choses un tout petit peu plus productives. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est les lieux.
c'est bête, mais par exemple, est-ce que les collèges qui ont des salles de techno, des choses comme ça, pourraient être ouverts, par exemple, quelques fois en semaine, après les cours, de 19 à 21h? Je sais que ça pose énormément de problèmes si c'est pas institutionnalisé. Donc ça, effectivement, à ce niveau-là, les politiques pourraient faire en sorte que, au niveau des collèges, au niveau des lycées, les lieux soient accessibles par l'intermédiaire d'associations, après les heures d'ouverture, faire en sorte, typiquement, que les MJC puissent ouvrir plus tard le soir. Au niveau institutionnel, il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Et enfin, pour terminer notre investigation, Coworking Grenoble ou encore Colline sont ce qu'on appelle des espaces de coworking. Mais dis-moi Johnny, c'est quoi un espace de coworking ? Très bonne question Ted. Les espaces de coworking sont des lieux qui proposent un nouveau mode d'organisation du travail en mettant à disposition des espaces de partage pour faciliter les ouvertures et les échanges entre travailleurs. Mais Ted, je te propose de te rendre sur place pour aller interviewer les personnes qui s'occupent de ces lieux qui s'y connaissent bien mieux que moi. Colline est un espace de coworking. La signification du mot Colline, c'est on a voulu pouvoir représenter l'aspect collaboratif, puisque c'est un espace de travail partagé, un espace de coworking. Donc la notion de collectif, de collaboration, donc le col, et puis parce que c'est un espace innovant, c'est aussi l'innovation pour nous sociale, c'est-à-dire des nouvelles façons de pratiquer le travail et des nouveaux lieux pour l'exercer. Coworking Grenoble, c'est à la base un espace de coworking, donc un tiers-lieu, mais qui a comme vocation de dynamiser un écosystème. C'est-à-dire que le but de Cowork, c'est pas tant l'espace en lui-même, c'est plutôt d'amener plein d'outils pour aider les entrepreneurs de Grenoble à se développer, à s'entraider et à échanger. Notre vision du coworking, qui est un petit peu la vision en général, l'état d'esprit qu'on peut retrouver dans un lieu, c'est un lieu différent. C'est un lieu cosy, qui se veut à la fois professionnel et convivial. C'est pas chez soi, mais c'est un petit peu comme chez soi, et c'est un peu professionnel comme dans une entreprise, mais c'est beaucoup plus chaleureux. On va dire que pour nous, un tiers-lieu, ça se situe à mi-chemin. Voilà. Donc on doit trouver cette notion un peu d'originalité, de lieu où il fait bon venir et où on a envie d'aller parce que c'est agréable. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de travailleurs indépendants sur Grenoble, de freelance, d'entrepreneurs qui s'ignoraient les uns les autres. Et l'idée, c'est vraiment de connecter les gens et de les aider à se développer ensemble. L'idée, c'est de pouvoir venir travailler avec uniquement son ordinateur portable. Donc on peut venir travailler, tout est à disposition, le matériel, le café, les photocopies, on a même une douche au besoin, on prête un vélo, on prête des parapluies, on essaye vraiment d'amener du service. Ça permet de répondre à un besoin qui existait, puisque nous on l'a questionné ce besoin, puis on voit un petit peu l'évolution des espaces de coworking dans le monde, puisque le premier en 2007 à San Francisco, The Hat Factory, un peu plus de 7 ans après, 2500 espaces dans le monde. Pourquoi ? Parce que c'est un besoin auquel personne ne répondait, qui était les gens qui travaillent depuis chez eux, qui soient en travail à distance, en télétravail, salariés d'une entreprise, ou qui soient freelance dans le web design, journaliste, architecte, consultant RH, etc. On faisait le choix d'avoir un métier différent qui s'exerce seul, on va dire, mais on n'avait pas un lieu professionnel pour l'exercer. Et on n'avait que chez nous. On a du lien social qui se crée et je dirais c'est aussi un espace de collaboration, de partage, d'entraide, de solidarité et d'innovation. On a mis en place à peu près tout ce qui est nécessaire à quelqu'un pour développer son activité, sans oublier que l'atout principal du coworking, c'est sa communauté et que c'est tout le reste en fait, vous pouvez le trouver n'importe où ailleurs, même chez vous si vous êtes bien équipé. La seule valeur vraiment ajoutée du coworking, c'est la communauté qu'elle porte. Nous, on a souvent, pour le décrire, dire qu'il y a trois niveaux. Donc le premier niveau, c'est un lieu physique, pour recevoir ses clients, pour travailler éventuellement avec d'autres partenaires. Et le deuxième niveau, c'est la possibilité d'accéder à une communauté de gens, c'est-à-dire recréer ce lien social. On va boire un café ensemble, on va s'entraider. Ah bah tiens, toi tu fais ça comment ? Et combien tu factures tes journées ? Et comment tu fais pour prospecter ? Et le site web, etc. Et le troisième niveau, je vais dire, c'est rendre aussi visibles les compétences des gens et rendre ces compétences et son activité beaucoup plus visible que si on était tout seul chez soi. Je pense qu'on est en train d'inventer le monde de demain et qu'on est en train de tester les solutions de demain pour que quand le changement s'opérera,
on soit prêt et qu'on ait déjà expérimenté de nouvelles formes. L'intérêt principal de ces tiers-lieux, c'est l'échange et la friction entre des populations qui ne se rencontrent pas d'habitude. On organise tout un tas d'événements qui permettent justement à ces gens de se croiser. On ne reste pas entre nous, entre freelance ou entre entrepreneurs, et notamment les apéros pitch aussi, où là on a à la fois des banquiers, des fonds d'investissement, des freelance, notre voisine, Madame Michu, qui vient voir c'est quoi comment vivent les jeunes aujourd'hui et qui vient donner de sa sagesse. On vient aussi pouvoir participer à des ateliers sur créer sa page professionnelle Facebook, assister à une conférence d'une journaliste de Libération, faire un atelier sur la créativité. Dans l'idée de faciliter, d'amener de la souplesse à des gens à qui on en demande beaucoup en général, il n'y a aucun engagement chez nous. C'est-à-dire qu'on ne paye que ce qu'on consomme. Si vous venez une journée, vous payez une journée et c'est tout. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de frais. Si vous prenez un mois, vous prenez un mois. Et si vous venez plus après, personne vous embêtera. Vous aurez peut-être un petit mail triste en disant tu viens plus. Mais ce ne sera même pas de mon initiative, ce sera parce que vous aurez sympathisé avec un coworker qui s'inquiétera de votre disparition. Donc un abonnement mensuel, donc on s'abonne pour un mois et puis on peut venir de manière illimitée et accéder à tous les espaces un peu collectifs et à l'animation du réseau. À partir du moment où on vient travailler, on accède à tout ça gratuitement. Si on a moins besoin ou qu'on veut tester la formule, c'est un système de carnet de tickets. Donc on peut acheter 10 demi-journées ou 20 demi-journées. Après, on a aussi quelques bureaux de résidents qui viennent offrir une prestation complémentaire, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'être dans cet espace collaboratif, sympathique, etc., trouver cette émulation liée au collectif et tout ça, mais qui souhaitent avoir leur bureau à eux. Donc on a synthétisé ça en appelant ça la communauté qui fait. Voilà. C'est les gens qui font des choses, c'est-à-dire au-delà du format, au-delà de la structure juridique, au-delà de la visée sociétale ou capitalistique ou que sais-je. Ce sont des gens qui font, ce sont des créatifs. Beaucoup de coworkers ont la clé ici et ouvrent et ferment en fonction de leurs besoins. C'est des lieux qui sont tout à fait autogérés sans qu'on ait besoin de l'organiser. Et on a énormément de formations ici qui sont totalement gratuites. Donc ce sont des freelances qui sont normalement payés très cher pour leurs compétences. Les boîtes se les arrachent et pour autant, afin d'apporter leur soutien à la communauté, ils font du coaching totalement gratuit quand par ailleurs ils coachent parfois des patrons du CAC 40. Justement à une sorte de système, pourquoi pas d'échange, avec un système de j'ai tant de points Colline. C'est une demande des personnes qui sont ici, qui disent moi j'ai besoin de ça, ou à quel moment je peux dire de quoi j'ai besoin, et croiser plus que juste mon voisin de table ce jour-là. Peut-être que je connais pas quelqu'un qui vient pas souvent, mais qui a peut-être la ressource dont j'ai besoin et qui peut troquer avec moi. Le point faible, c'est sa fragilité en termes de business model. L'avenir est toujours incertain pour les tiers-lieux parce que les business models n'ont pas été trouvés. Ouais, on amène un service public sur la ville qui est une couche d'animation de communauté et pour lequel on n'est pas rémunéré. Donc c'est là où il y a une faiblesse et où le politique a son rôle à jouer. C'est sur comment valoriser ce travail qu'on fait bénévolement mais qui met en danger nos structures. Et qui en même temps est intrinsèque à notre fonctionnement et quand bien même on voudrait arrêter, on ne pourrait pas. Comment on peut prendre notre place pour promouvoir ce type de lieu, puisque pour que ça puisse aussi avoir un impact sur un certain nombre de politiques publiques qu'on défend, c'est de dire comment on peut peut-être organiser mieux les choses, mailler aussi le territoire, voir comment ça peut fonctionner, et pour que ça naisse, quelle carte on a à jouer nous pour favoriser ça. Il y a des régions où ils ont effectivement des politiques qui sont vraiment proactives pour accompagner et où ils donnent des enveloppes de 200 000 € pour le démarrage d'un espace de coworking, parce qu'ils se disent voilà, on veut mailler le territoire Île-de-France, on sait que ça vient répondre à un enjeu et que ça offre des réponses intéressantes et innovantes. On n'a aucune aide publique pour l'instant, mais je pense que c'est le sens de l'histoire pour que ça arrive. Ma crainte, c'est que ne soient financés, comme c'est le cas souvent, que des associations, ce qui va mettre en péril tous les acteurs qui ont été précurseurs du domaine sur la métropole. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas mettre en danger les acteurs privés qui ont évangélisé
la ville sur les tiers-lieux. De la recréation d'une communauté et d'un sentiment d'appartenance à quelque chose qui a un peu souffert ces dernières années et ce besoin-là revient très fort, on l'a vu par les réseaux sociaux, la communauté c'est quelque chose d'important, mais il y a un moment il faut créer les liens en direct, en vrai, et je pense que les espaces de coworking et les tiers-lieux doivent avant tout être un réseau social dans la vraie vie. Plus largement aussi, justement, sur l'économie collaborative, l'économie circulaire. Enfin, nous, ici, on accueille La Ruche qui dit oui, donc des gens qui viennent chercher leur panier, un peu type AMAP, pour utiliser le réseau des producteurs locaux, les circuits courts. Le fait de partager, le fait d'être sur un aspect d'innovation sociale, c'est justement sur la partie humaine et qui est aussi importante que la partie environnementale. Et sur la partie économique, la solidarité, l'entraide, le côté avoir un autre rapport au travail. Les espaces de coworking, en ce sens-là, et le nôtre aussi, portent cette idée, ces valeurs. Je pense que la place de l'institution, elle est dans la facilitation, mais pas dans la création en propre. Je pense qu'il est trop tôt pour ça. Là où les collectivités ont un vrai intérêt à créer du tiers-lieu, c'est là où l'aspect économique est très très compliqué. Donc dans les campagnes, dans les périphéries, dans les zones industrielles, des choses comme ça, là où de toute façon le privé pourrait pas y aller, parce que économiquement ce serait pratiquement impossible, et pourtant c'est un service que dont la communauté a besoin. Je suis télétravailleuse pour une entreprise étrangère basée en Allemagne. Je suis graphiste en freelance, je viens de m'installer à Grenoble. J'ai besoin de développer mon activité en indépendant, et donc j'avais besoin d'un bureau pour pouvoir le faire tranquillement, sans embêter ma femme et ma fille en permanence. Ça fait 8 ans que je travaillais donc, de mon domicile. Je cherchais un espace pour travailler avec d'autres personnes. Donc je comptais louer un bureau à la base. Et finalement, c'est tombé qu'il y a Colline qui ouvrait, et donc j'étais là au 1er octobre 2012. Je suis venue découvrir et je suis restée parce que j'aime beaucoup la mentalité, l'esprit de partage et tout ce qu'on peut partager ici. Et puis du coup, j'avais pas envie de bosser à la maison, donc je suis venue ici. Sympathique, qu'il y a un esprit agréable, que les bureaux sont très beaux, et puis que c'est en plein centre-ville. Le design est vraiment très chouette, je trouve. Ça a été très bien conçu et c'est très agréable. On déjeune tout le temps à midi ensemble, on fait des pauses café, on a des sorties ensemble. La plus-value, je dirais, c'est que les gens ici, contrairement dans le monde du travail, ils ont envie de venir ici. Donc on communique beaucoup, c'est très porteur du coup, parce que tout le monde a envie d'être ensemble. Et j'ai trouvé des gens sympas, des faux collègues, et puis voilà, des clients potentiels aussi. C'est pas des vrais collègues, c'est des collègues qui se plaignent jamais parce qu'ils sont contents d'être là. Et puis le fait de ne pas se retrouver tout seul, de se retrouver avec d'autres personnes, pouvoir manger avec des gens à midi, de pouvoir échanger. Il y a les avantages du fait d'avoir un bureau à soi, et puis tout en ayant une structure avec des personnes autour. Disons, moi, 8 ans, j'étais complètement coupée de la société, en l'occurrence. Après, le fait de venir travailler ici, c'est de mon propre chef. C'est pas mon entreprise qui participe. Mine de rien, de voir passer les gens, ça motive aussi, parce que ça réveille. Vu ce qu'on y gagne sur le plan personnel et professionnel éventuellement aussi, le coût n'est vraiment pas excessif. D'avoir un lieu où venir, de voir des gens dans la journée, de discuter, de partager. Voilà, quand je rencontre un problème dans mon travail, je peux le partager avec d'autres. On va soit m'apporter une solution, un regard extérieur. Alors Johnny, qu'est-ce que tu fais? Je transforme l'hélicoptère en tiers-lieu.